Sûr de vous ou stressé à mort? Je suis et l'un et l'autre. Je suis sûre de mes convictions, je suis sûre de ce que je défends, je suis sûre de ce que j'ai fait et je suis fière et sûre de ce que j'ai fait, je ne regrette rien. Et après, évidemment, il y a toujours le stress du jugement des électeurs, ce qui est important. Et ça, on ne maîtrise pas. Et donc, c'est un passage qui, voilà, je sais ce que j'ai fait, mais après, c'est pas moi qui décide de comment ça a été évalué par mes concitoyens. On parle évidemment de votre candidature pour un troisième mandat de député, mais pour ceux qui nous suivent, justement, c'est la troisième campagne que vous allez mener. Est-ce qu'on l'aborde différemment? La quatrième, oui, même, pardon. Oui, la quatrième. Si on compte la première. C'est moi qui ai mis la première contre Yvan Lachaud. Voilà. Mais derrière, vous l'aviez battu. Ensuite, 2012-2017, donc maintenant la quatrième campagne. Comment on l'aborde? Je l'aborde à peu près différemment parce que les choses évoluent, la politique évolue, la relation aux élus a évolué, ma place a évolué aussi, je suis plus connue, évidemment, par nature, que j'aborde des sujets différemment parce que je porte l'intérêt de ma ville et de ma circonscription de manière différente, parce que j'ai aussi, je suis heureuse d'avoir retrouvé Juan Martinez, qui est mon ami, donc il y a une continuité, qui est votre suppléant, qui est mon suppléant, et qui est une continuité de valeurs, une continuité de faire. Moi, ce qui m'intéresse, je suis une opérative, je suis pas une apparatchik, en fait. Donc, j'aime faire, j'aime servir. Donc, je pense avoir servi, et je pense que les électeurs le savent au fond d'eux. Justement, de quoi vous êtes le plus fier sur ces deux mandats, de ce que vous avez pu être le servir le plus utile? Je crois que la chose qui m'a le plus... c'est pour ça que c'est difficile de dire qu'est-ce qu'on a aimé dans son travail, mais moi j'ai eu un immense honneur que d'avoir présidé la commission de la défense et des forces armées, de servir les militaires, de servir ceux qui nous protègent au quotidien. C'est un immense honneur. J'en garde. Je garde ça. C'est une vraie valeur ajoutée personnelle. Ça va forcément s'arrêter, ou si vous étiez réélu, vous pourriez continuer à être présidente? J'espère pouvoir continuer à travailler à la commission de la défense. J'espère aussi pouvoir présider la commission si les conditions s'y font, puisque je serai élue. En tout cas, j'aimerais pouvoir continuer à servir nos militaires, nos anciens combattants. Et quel bilan vous tirez de cette présidence à cette commission? Quel recul vous portez? J'ai défendu la loi de programmation militaire, on l'a menée jusqu'au dernier euro, vous l'avez vu, le président s'était engagé à le faire sur l'ensemble et il faut la poursuivre parce qu'elle a commencé en 2017. Donc il faut aller jusqu'en 2025, donc jusqu'en 2023 on a ce qu'il faut, mais il faut avancer. On le voit bien qu'aujourd'hui plus que jamais la situation internationale nous y oblige. Donc oui, quand on s'est autant investi, j'ai envie de poursuivre ce travail-là, mais simultanément, j'ai envie de continuer à porter les projets locaux, c'est-à-dire la base de sécurité civile, il faut aller au bout. C'est ça votre ambition aussi sur ce troisième mandat? Vraiment sur des projets structurants du territoire, c'est évident. Et que j'ai besoin de ça, et que c'est galvanisant quand on a des réussites. Bon, la maison d'arrêt, ça fait 20 ans qu'on qu'on savait que les conditions d'incarcération ici à la maison d'arrêt étaient juste inhumaines. Donc, on ne peut pas continuer à vivre ça. Là, c'est du concret qui s'est fait. Voilà, j'ai porté des tas de projets qui ont abouti, et j'en suis très fière. Et l'hôpital, je me suis beaucoup battue. Je reconnais que je me suis beaucoup battue pour l'hôpital. Est-ce que ça sera le dernier, Françoise Dumas? Je ne sais pas, je ne dirais pas, parce que la vie est faite de... Peut-être que je n'irai pas au bout parce que des raisons de santé m'en obligeront, etc. Je crois que la vie, moi je ne la vois pas, je ne sais pas ce que sera la vie dans 5 ans. On est dans un monde extrêmement mouvant. Ce que je sais, c'est que maintenant j'ai la force et l'expérience pour affronter un certain nombre de difficultés que peut-être les électeurs ne perçoivent pas parce qu'ils ne voient pas dans quel monde on vit. Et le contexte international est d'une très très grande violence. Et donc j'ai la force pour garder le cap pour ces difficultés-là. Qu'est-ce que vous avez envie de faire de différent? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez faire différemment si vous êtes réélu? Qu'est-ce que je voudrais faire différemment? Pas grand-chose en fait. J'aimerais avoir un petit peu plus de temps
pour ma vie privée, mais ça c'est pas en tant que députée. Non, ce que je voulais dire, c'est que je voudrais arriver à mieux gérer ça, parce que j'ai travaillé tout le temps, nuit et jour, pas nuit et jour, mais en tout cas toute la semaine, tout le temps. Que je voudrais mieux organiser mon travail, mais je pense que j'ai à peu près trouvé l'équilibre, il ne me manque pas grand-chose. Je veux garder ce lien étroit, je veux continuer à faire mes courses, je veux continuer à faire... à aller boire des cafés le matin au hall, de garder des liens. On va donner la parole à nos sociétaires. Avec ceux que j'aime. Mais une dernière question. Vous avez dit sur ce plateau, il y a quelque temps, que vous étiez une femme de gauche. Oui. Et c'est un des reproches que l'on fait à Emmanuel Macron. Il est quand même absent. Lors de la présidentielle, il a été assez absent. Il n'est intervenu qu'en fin de parcours dans cette présidentielle. Là, dans les législatives, on lui fait le même reproche. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire dans ce programme de gauche qui s'annonce pour Emmanuel Macron ? Il y a deux sujets. La question de l'absence, excusez-moi du peu, mais enfin quand même, il était juste président de l'Union européenne à ce moment-là, il est toujours, donc il y a quand même quelques petits sujets, je ne sais pas si ça vous a pas échappé, sur le plan international et sur le plan européen. Donc il y avait déjà ça. Là-dessus, il y avait une campagne à faire et on sortait à peine du Covid. Ça fait on peut imaginer que c'était stratégique. Là, sur les législatives, c'est carrément stratégique. Son absence, le temps qui a été pris pour nommer une première ministre, puis ensuite un gouvernement. Alors là, vous ne parlez pas de l'absence, vous parlez de la lenteur. Où c'est qu'il y a deux choses différentes. La question de l'absence, c'est de ne pas être présent, de rester chez soi et de rien faire. C'est pas le cas. Il a pris son temps parce que ce deuxième mandat, d'abord, il est dans un contexte international beaucoup plus problématique, que les enjeux, il a entendu la gravité de la situation et les difficultés, les conséquences qu'a la crise ukrainienne, notamment en termes de pouvoir d'achat. Je pense que notre société est déstabilisée par les différentes crises qu'on a vécues, les effets là, les premiers ont été à peu près bien surmontés, mais là, c'est de plus en plus compliqué pour nos concitoyens. Et donc, il a besoin de prendre son temps pour les écouter, prendre les bonnes mesures et avoir un gouvernement et des parlementaires adaptés à la situation. Alors, je donnerai la parole. Je vais donner tout de suite la parole à ma question, mais on reparlera de la gauche dans quelques instants. Olivier, vous avez la parole. C'est pas ma question, mais j'aimerais juste réagir à ce que tu as dit. Parce que tu as dit le contexte international qui est celui qu'on connaît, effectivement, mais moi j'avais réagi à tes propos lors du premier tour des élections présidentielles, lorsque tu es venu là, après ton passage, tu avais dit les mots suivants, je ne te citerai pas mot pour mot, mais tu avais dit on est en guerre. La France est en guerre, on n'est pas en guerre. Mais la France n'est pas en guerre. On n'a pas déclaré la guerre. Ah non, on ne déclare pas la guerre. Non, là, on n'est pas. De toute façon, il n'y aura plus de guerre conventionnelle entre deux pays avec un droit. Quand même, un pays en guerre, c'est pas rien. C'est anxiogène, ça. On voit bien quand même qu'on est dans une situation où il y a une guerre qui est protéiforme, qui est multiforme, qui n'est pas la guerre conventionnelle telle qu'on la prévoyait. Il n'y aura plus de conflits, je dirais, classiques, que le droit de la guerre régissait entre deux pays, deux États, qui se faisaient la guerre puis qui se faisaient la paix. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus diffus, qui en plus est sur le plan, qui s'inscrit dans plusieurs domaines. On est aussi dans le domaine satellitaire, on est dans le domaine, vous voyez bien des réseaux sociaux, de la guerre informationnelle, on est sur une guerre économique qui est menée. Donc oui, il y a différentes façons de faire la guerre. Mais d'une certaine manière, on est en guerre partout. On est en guerre. Allez, on avance parce qu'il nous reste. Je suis désolé, mais on arrive au bout de l'interview. Vous aurez l'occasion d'aller peut-être un petit peu plus loin tout à l'heure, Olivier. Est-ce que vous avez une question ? Est-ce que vous avez une question pour Françoise Dumas ? Non, ma question. Non. Et Claire, vous allez la poser. Ne vous inquiétez pas. Ma question tous nos sociétaires posent leurs questions. Ma question n'arrive pas tout ça. Tout à l'heure, Corentin faisait part des 3 déjà combats sur les législatives, dont 2 gagnés et un 4e qui s'annonce avec une perspective de 3e victoire. Je te le souhaite. Merci. La question, elle est quand on est dans ta posture. Tu as déjà été 2 fois député. Tu te présentes à un 3e mandat. Tu as présidé la commission, une des plus grosses commissions de l'Assemblée nationale, sinon la plus grosse. Est-ce que dans les quelques jours qui précèdent l'annonce du gouvernement, quand on est dans ta position, on ne se dit pas c'est peut-être pour moi cette fois-ci? Alors, vraiment... c'est pas Corentin qui a posé la question cette fois-ci. On l'attendait. On ne prendra pas Corentin comme la dernière fois. On l'attendait celle-ci, Olivier. J'ai
Alors, franchement, je vous le dis très clairement, et je l'ai dit souvent, et même en aparté à Abdel Samari, jamais, parce que je sais combien les choses sont compliquées. D'abord, parce que le ministère des Armées, de la Défense et des Forces armées... Je ne pensais pas à celui-ci, forcément. C'est logique, je ne vais pas aller m'occuper de la culture, enfin, je serais ravie, mais vous voyez, c'est quand même un peu sur des sujets tant qu'à faire. Il y a les affaires sociales aussi peut-être. Les affaires sociales, mais je les ai quittées. Je reste toujours présente, mais j'ai plus la matière en main comme je pouvais l'avoir il y a 5 ans. Donc non, je n'y ai jamais pensé parce que je sais combien c'est compliqué. Il y a d'abord une multitude de gens qui sont très compétents comme moi. Deuxièmement, c'est une question très politique, qui est à la main unique du président de la République, et que ça ne sert à rien de se mettre ça dans l'idée, parce que d'abord, ce n'est pas un Graal en soi. Ce que je fais me plaît beaucoup. Si vous êtes nommé ministre, vous n'allez pas le refuser. Oui, mais alors après, ce que j'ai entendu, parce que on m'a beaucoup dit, vous avez surtout beaucoup dit... Toujours la faute objective. Non, mais elle est ministrable, elle est ministrable, elle est ministrable. Tant mieux, je le prends comme un compliment. D'ailleurs, conseiller en communication politique, Olivier, je pense qu'il est sur la même ligne à travers la question que je le dis. C'est parce qu'on y a pensé, quand bien sûr. Partout. Voilà, c'est parce que ça veut dire, d'une certaine façon, on reconnaît le travail que j'ai fait, donc je le prends comme tel, venant de la population. Ce que j'entends aussi dans ce qui est dit, et ça je le dis, je n'y avais pas pensé, c'est que je ressens l'idée qu'il y a très longtemps qu'il n'y a pas eu de ministre dans ce département, ni dans cette région, et que d'une certaine façon, je vois d'autres régions qui sont mieux représentées, et je parle qu'en termes d'équilibre des pouvoirs, et des pouvoirs, je dirais, régionaux, départementaux, il y aurait aussi besoin d'être un peu mieux représentés à l'échelon du gouvernement. Allez, Claire, votre question, on avance parce qu'on est vraiment déjà très en retard. Votre question. Je m'étais endormie. À notre invité. Je ne sais pas pour qui c'est, si c'est pour Olivier. Comment doit le Non, mais c'est lui, mais c'est toujours lui de toute manière. Oh là là, c'est pénible. Là, je vais te réveiller, t'inquiète pas. Ah oui, c'est ça. Allez-y, Claire, on est déjà en retard. Toujours des promesses. Alors, vous soutenez le projet d'Emmanuel Macron, et j'ai lu quelque part que vous le souteniez notamment dans le domaine de l'écologie. Or, Emmanuel Macron, vous dites d'ailleurs qu'il a pris son temps. Effectivement, il a pris son temps. Il s'était engagé en 2017 à interdire le glyphosate jusqu'à 2020. En fait, on est en 2022, il n'a rien interdit du tout. Et il a prétexté que les agriculteurs avaient besoin de temps, il fallait trouver des solutions. Bon, 5 ans pour trouver des solutions, apparemment, ça ne suffit pas. Et puis alors, cerise sur le gâteau, il nomme Amélie de Montchalin à la transition écologique et Marc Fesneau à l'agriculture. Alors ça, c'est un affront. C'est un affront qui est fait non seulement aux protecteurs des animaux, mais surtout aux écologistes. Et car tous deux ont voté contre l'interdiction du glyphosate, donc des pesticides, que ce soit Amélie de Montchalin ou Marc Fesneau. Ils ont voté contre. Écoutez, aujourd'hui, sur Twitter, M. Mélenchon a saisi la balle au bond, évidemment, et il s'est régalé. Et moi, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il cherche Emmanuel Macron? Ça, c'est pour la NUPES, c'est du pain béni. Quand on sait que quand même les pesticides c'est quelque chose qui est éminemment nocif, c'est générateur même d'avortement, c'est pas mortel mais presque, les scientifiques s'accordent pour dire qu'effectivement il y a de gros problèmes et tout le monde ne peut pas acheter, n'a pas la possibilité d'acheter du bio. Donc moi la question que je vous pose, c'est pas une erreur de casting, c'est 2 erreurs de casting. Je ne comprends pas, et il a pris son temps, vous dites, je ne comprends pas qu'il ait investi ces gens-là. C'est absolument incompréhensible. Il est en train de se saborder, surtout qu'il a dit qu'il serait en plus le président de l'écologie. Madame Dumas. J'aimerais comprendre. Alors, je ne peux pas vous répondre à cette heure sur la manière dont il a l'intention de décliner les choses, sauf le programme que vous avez lu attentivement et que je ne vais pas reprendre ici. Je ne suis pas une spécialiste de ce sujet. Mais on est d'accord. Non, mais vous-même, par contre, est-ce que vous trouvez pas qu'il y a une incohérence? Non, par contre, j'avoue, je ne suis pas rentrée dans le... Je ne savais pas qu'ils avaient
pas voter ce texte. Donc franchement, vous me l'apprenez. Et je n'ai pas, j'ai pas d'avis là-dessus. Peut-être, mais j'ai eu d'autres buzz depuis ce matin. Il est passé à travers. Donc je n'ai pas de réponse à vous donner technique. Mais je veux bien en reparler avec vous en dehors de l'antenne ou une autre fois. Mais j'ai pas les arguments là-dessus. Vraiment. Mais peut-être pour reformuler la question peut-être de Claire, c'est est-ce que vous pensez franchement qu'Emmanuel Macron va s'investir sur ces questions? Parce que c'est ça, Claire. C'est-à-dire que c'est pire que ça. C'est-à-dire que parce que ça fait 5 ans. Il dit quelque chose, il promet, il s'engage, et là il nomme 2 ministres qui votent contre l'interdiction des pesticides. Non, mais attendez, il n'y a pas l'écologie ne se résume pas à la question du glyphosate. Que j'ai suivi de très loin. C'est très emblématique, le glyphosate. Et 2 ministres, c'est emblématique. Agriculture et écologie, transition écologique. Donc, c'est pas le ministre de la Justice et c'est pas le ministre de l'Économie. Ce que je sais, c'est que la question du glyphosate, il fallait trouver des substituts à ces produits-là. Et là, c'est la science qui n'est pas assez évoluée, enfin, qui n'a pas encore abouti sur les traitements qui sont nécessaires, parce que les agriculteurs n'ont pas de substitut aux difficultés qu'ils rencontraient. Après, je ne peux pas aller au-delà, je ne connais pas le sujet. Il n'y a pas suffisamment d'alternatives, c'est ce que vous expliquez. Il n'y a pas d'alternatives et qui mettaient en grande difficulté. Non, les alternatives existent, c'est toujours une question d'argent. Alors à ce moment-là, on donne des subventions à droite, on donne des subventions à gauche. C'est toi-même, le bio est trop cher. Forcément, les substituts qui sont trop chers, ça pénalise le pouvoir d'achat, ça pénalise mais quand on peut aider ces agriculteurs-là les alternatives existent, à sortir de là, ou au moins à être en transition. Ouais. Et puis c'est pas un sujet qu'on peut aborder, mais ça vaut pour celui-là, pour d'autres sujets pareils, on ne peut pas aborder ces sujets qu'au niveau de l'État français. On le sait bien que ça, c'est quelque chose aussi qui doit avancer au niveau européen. Parce que si vous avez les produits à côté de l'autre côté de la frontière, je veux dire, vous savez, les agriculteurs, peut-être qu'ils seront tentés d'aller chercher des choses moins chères, qui auront des traitements plus efficaces. Donc je pense que l'équilibre, il faudra l'avancer. Et là-dessus, je sais qu'il y a des engagements. Après, sur la question de l'écologie, au sens large, c'est pas un problème d'Emmanuel Macron de ci, de mi. C'est un problème vital. Ce sera le problème de chacun d'entre nous pour demain. C'est pas un projet politique. Il s'agit c'est d'une gravité extrême, ça ne concerne pas que notre pays et il faut l'aborder de manière radicale. Et je pense que on est les choses vont être faites. On est d'accord, mais ce qui est flagrant, c'est qu'il parle d'écologie, il dit je serai le président d'écologie, et les 2 ministres qu'il va chercher, ce sont des gens qui vous l'avez répété 3 fois, Claire, on avait compris, mais ne ramenez pas ça qu'à une personnalité. Je connais moins agriculture et transition écologique, il y en a 2. Laissez-moi. Oui, mais je pense qu'en fait... Compterez les points après. Pas emblématique, il aurait pu choisir d'autres personnes. Marc Fesneau est quelqu'un d'extrême, moi je le connais bien, et c'est quelqu'un qui connaît bien ces sujets, donc moi je lui fais une entière confiance, parce qu'il est d'une région en plus. Oui, les écolos et que les véganes, les écolos étaient des fous et que les véganes étaient... Allez, merci Claire. Mais 2 dernières questions, Madame Dumas. On y va parce qu'on est très en retard. 2 dernières questions. On parlait de la gauche tout à l'heure. Merci Claire. Abdel, on voit pour ces sélections législatives, l'Union populaire qui se fait autour de Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même plébiscité dans les sondages. Est-ce que ça vous inquiète, vous, pour la majorité représentielle? Mélenchon, à moins que ça m'ait échappé, ne se présente pas aux législatives. Non, mais je veux dire le NUPES avec tous les candidats qui font... Voilà, qui se présente. Jouez sur les mots, madame. Est-ce que malgré tout ça vous inquiète parce que... Non, parce que s'il était si confiant, il aurait pu se présenter. Sinon, il sera Premier ministre. Donc pour vous, ça c'est vrai qu'il a décidé d'être Premier ministre. Malgré ça, vous êtes confiante pour la majorité présidentielle sur ces élections législatives, malgré ce mouvement... Ils sont en tête au premier tour. Moi, je n'ai rien à dire. Ce sont les électeurs qui vont choisir. Ils vont choisir sur des programmes, il y a sur des projets, sur des intentions et sur des personnes qui représentent des territoires. Moi, je n'ai pas d'avis à donner. J'entends ce qui peut être fait, j'ai bien vu les choses. Chacun choisira son âme et conscience. Carole Delga, candidature de Nicolas Cadenne. Je n'ai pas d'avis à donner sur la candidature de Nicolas. Non, j'ai aucun avis à donner. Allez, Madame Dumas. Carole Delga, présidente de la région Occitanie, que vous connaissez bien, est vent debout face à cette union du NUPES qu'elle considère d'appareil. Vous qui avez bien connu le Parti socialiste, justement, je n'en fais plus partie, donc je ne peux plus rien en dire. Et qu'est-ce que vous dites à Carole Delga? Et en tant qu'observatrice politique, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup parce qu'elle est très, très courageuse. Elle a pris des positions qui me paraissent pleines de bon sens. Mais je ne peux pas parler au nom d'un parti auquel je n'appartiens pas. Et si j'en suis partie, c'est bien parce que sur le plan des fondements idéologiques, je voyais que les choses commençaient à
enfin que disons que le parti tel quel, c'est difficile à dire. C'est qu'il y avait une évolution et que la direction globale de la gauche n'était pas en conformité avec ce que pensaient la plupart des gens de gauche. Un mot pour terminer sur une vieille connaissance, Yvon Lachaud, défait en 2020 au municipal. Est-ce que vous pensez qu'il peut se refaire la cerise sur la deuxième circonscription ? Mais écoutez, ce sont les électeurs qui en décideront de la même manière. Ce serait une bonne ou une mauvaise partout. Nouvelle pour la majorité présidentielle ? Est-ce que vous le soutenez parce qu'il représente aussi la majorité présidentielle ? On n'a pas à se soutenir. Nous sommes chacun sur une circonscription et nous soutenons le même projet. D'accord, mais vous espérez quand même qu'il gagne sur cette deuxième circonscription, non, au nom de la majorité présidentielle ? Non, pas forcément. Je suis évidemment solidaire de tous les collègues qui se présentent dans le sein de la majorité. Par la pointe du pied, c'est ce qu'on sent ce soir. Mais non, pas du tout. Pourquoi j'irais faire un casting, décider du choix des autres ? Ils se présentent sur une circonscription, ce sont les électeurs qui décideront. Ça vous a surpris qu'ils soient choisis par la majorité présidentielle sur la deuxième circonscription ? Je l'ai découvert, je ne savais pas qu'il avait postulé, mais... C'était prévisible quand même. Si vous voulez, j'ai déjà bien assez avec ma circonscription, avec les candidats qui se présentent sur ma circonscription. Un tout petit mot, une remarque et une question. On parlait d'un député gardois, ça va finir tard, c'est ça. de ministre sur le gardois. Il y en a plus longtemps qu'on n'en a pas eu. On en a un, gardois, Damien Abad. C'est une personne, à titre personnel, que je n'apprécie pas. Magnifique. Mais par contre, en revanche, le lynchage sur lequel il est exposé est justement, mais absolument scandaleux. Mais c'est pas un lynchage. Non. On donne une information. Il est présumé innocent. S'il te plaît, Claire, il est présumé innocent. C'est absolument abject. La justice a classé l'affaire. C'est pas aux médias de refaire la justice. Il y a eu une replainte c'est derrière. Un scandale. Il y a eu encore une plainte. Il y en a une autre plainte. Non, c'est Mediapart qui fait la justice soi-même. C'est purement scandaleux. On l'a entendu. Avec des détails croustillants qui sont absolument immondes. Oui, merci beaucoup. Merci. Rapidement, Olivier, vite. Je vais poser la question à Françoise, qui me répondra ou pas, sur le casting du gouvernemental. Moi, il y a par contre, pour le coup, une chose qui me choque, c'est le ministre de l'Éducation nationale. Une personne qui représente les minorités, qui a participé à des réunions auxquelles les Blancs ne pouvaient pas avoir accès, en termes de symbole. Parce que quand on nomme un ministre, il y a aussi une symbolique. Et je suis profondément, moi, choqué. Alors, je ne vais pas vous répondre individuellement sur un tel ou tel ministre. D'abord, je ne sais pas à quel titre je pourrais le faire. Je n'ai pas toutes les clés pour en parler. Le président a choisi. Je pense qu'il a tenu, le président, à essayer de faire un gouvernement pour moitié renouvelé, pour moitié plus expérimenté. Ensuite, il a regardé évidemment la parité parfaite. Et il a surtout aussi voulu garder cette pluralité et essayer de faire un gouvernement qui corresponde au mieux aux attentes de nos concitoyens, qu'ils représentent au mieux ce qu'ils veulent, voilà. Et je pense que ensuite, chaque ministre sera accompagné d'un gouvernement, souvent de secrétaire d'État, qui va permettre aussi de donner plus de cohérence à tout cela. Attendons la fin des législatives, que l'ensemble de l'arborescence soit complété. Et ça rejoint un peu la question que vous posiez. Merci. Je pense que tout ça doit être le dernier mot. J'ai juste l'impression que Emmanuel Macron a voulu plaire à la fois aux uns et à la fois aux autres. Pour moi, c'est du saupoudrage.